une de l'actualité, sommet du G5 Sahel à Pau en France. Le rendez-vous c'est demain 13 janvier. La rencontre se tient à l'initiative de la France pour permettre aux présidents des pays membres de l'organisation et aux partenaires d'échanger sur les défis sécuritaires et de développement dans l'espace, mais aussi sur le partenariat international indispensable dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Sur place, le rendez-vous se prépare activement. Nous verrons cela en début de ce journal. Un week-end politique chargé pour le parti au pouvoir qui multiplie rencontres et meetings pour sonner le rappel des troupes pour 2020. À Tinkodogo et à Buena, les militants du MPP sont invités à rester mobilisés pour soutenir le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du parti pour les prochaines élections présidentielles. On fait le point dans quelques instants. Et rien ne va plus entre le conseil municipal de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso et une partie des populations de la zone non lotie du secteur 31. C'est un avis de relogement que l'on refuse d'exécuter qui est à l'origine de la tension des éclaircissements à suivre dans ce journal. Et puis en Libye, le maréchal Haftar qui accepte le cessez-le-feu réclamé par Moscou et Ankara. La trêve est censée entrer en vigueur ce dimanche à partir de 0h, mais les forces de l'homme fort de l'Est libyen préviennent la riposte sera sévère en cas de violation de l'armistice par le camp adverse. Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cela dit, c'est demain que s'ouvre à Pau en France la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel avec leur homologue français. Elle sera précédée d'un hommage du président français Emmanuel Macron aux militaires tombés au Mali en novembre dernier. Avant l'arrivée des délégations, l'heure est au dernier réglage, comme nous le voyons dans le reportage de notre envoyé spécial à Pau, Ruth Bini Ouattara. Pau, dans le sud-ouest de la France. Cette ville, située le long de l'arête nord des Pyrénées, à près de 85 km de la frontière espagnole, abrite ce 13 janvier la rencontre entre le président français et les pays du G5 engagés dans la lutte contre le terrorisme. En attendant l'arrivée des différentes délégations, l'heure est au réglage pour les différents techniciens. Le rendez-vous s'est voulu au regard de certaines contestations de la présence militaire française dans le Sahel. Des organisations de la société civile de plusieurs pays demandent le retrait de la force Barkhane. Les résultats sur le terrain de la lutte seraient trop mitigés à leur avis malgré la présence française. Dès lors, se pose la problématique de l'efficacité et pour le président français, la rencontre doit clarifier les positions des partenaires au Sahel. Le déclic provient de la mort de 13 militaires français en novembre dernier au Mali dans un crash d'hélicoptère. 7 d'entre eux sont d'ailleurs du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et c'est ce qui justifie le choix de cette ville pour la rencontre. Si dès le 21 décembre dernier, les chefs d'État n'ont pas hésité au cours du sommet de la CEDEAO à renouveler leur confiance aux alliés dans la lutte, il n'en demeure pas moins que certains paramètres des alliances seront rediscutés et devraient connaître des évolutions. Un des points importants qui sera également sans doute discuté est l'effectivité des promesses de financement de la force conjointe afin de lui permettre une réelle opérationnalisation. Il est important de noter que la journée de ce lundi 13 sera très dense pour les chefs d'État et les différentes délégations invitées à Pau. Le président français va rendre hommage aux 7 militaires issus du régiment de la ville et tombés au Mali. Il a de ce fait invité ses homologues au dépôt d'une gerbe en leur mémoire. Cela sera bien sûr précédé d'une cérémonie. Ensuite aura lieu l'accueil officiel et la rencontre à huis clos. Ce sera au château de Pau que vous pouvez apercevoir juste en arrière-plan et après quoi nous aurons une conférence de presse pour faire le point des différents aspects qui ont été évoqués avec les journalistes. Et que pensent les habitants de la ville de Pau de cette rencontre entre les chefs d'État sahéliens et le président français? Notre envoyé spécial a tendu le micro à quelques Palois. Suivons les réactions. C'est important à souligner le fait que cette réunion se déroule à Pau après la tragédie qui s'était passée au Mali fin novembre, qui a beaucoup touché les Palois parce que 7 d'entre eux étaient originaires du régiment de Pau. C'est important que la France et les dirigeants africains puissent se rencontrer pour pouvoir échanger, se mettre d'accord sur des stratégies politiques, militaires. S'il y a besoin d'aide, je pense que la France répondra présent, mais après
Si les chefs d'État africains disent on va se débrouiller, ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est la meilleure solution, c'est de retirer les soldats français. Moi, je trouve que c'est très important et que les pays développés comme les nôtres viennent en aide aux pays africains pour se développer et qu'ils aient une pleine autonomie. Je pense par rapport à cette réunion que la France joue quand même un rôle important, mais elle devrait être, secondée, voire plus que ça par l'Europe qui ne joue pas son rôle. Et je pense qu'à terme, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à fédérer tous les pays africains pour se battre contre ce fléau que constitue le terrorisme en Afrique. Écoutez, tout ce qui peut être dans le partage, dans l'aide, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quelle que soit la situation politique, je pense que si on ne s'entraide pas, on ne pourra pas avancer. Je crois qu'ils ont décidé de se mettre en place une armée africaine soudée avec l'ensemble du Sahel. Et nous, Français, on doit effectivement les soutenir dans ce projet. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Pau, Ruth Bini Ouattara. Retour au Burkina Faso pour l'actualité nationale que nous commençons par la politique. Se parler, s'informer et comprendre pour défendre le bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est tout l'objectif de la conférence du parti au pouvoir à section provinciale du Boulgou tenue ce matin à Tinkodogo. L'ambition des militants MPP, c'est d'aborder les échéances électorales prochaines dans l'unité et la cohésion pour garantir la victoire de leurs candidats. Reportage Konsun Koulibaly, Tanga Kafando. À cette conférence provinciale du MPP, section Boulgou, 4 points à l'ordre du jour. La situation nationale marquée par l'insécurité et la fronde sociale, la mise en œuvre du programme présidentiel, la vie du parti et les échéances électorales à venir. Des questions développées par la délégation du Bureau politique national aux responsables des 13 sous-sections de la province. Nous avons surtout souligné qu'en 2015, le président avait été élu sur la base de promesses et qu'en 2020, il doit être élu sur la base des résultats. Et ces résultats-là, nous les avons passés en revue au plan santé, au plan routier et au plan de l'éducation et au plan social. Nous avons vu que dans l'ensemble, le programme du président se déroule assez bien et que nous sommes confiants qu'en juin ou juillet 2020, nous allons réaliser 90% de ces promesses. Les échanges ont également permis aux participants et à la délégation de poser les préoccupations, d'harmoniser les points de vue et de dérouler la stratégie du parti pour les prochaines échéances électorales. Les informations que nous avons reçues venant en tout cas du bureau politique national nous galvanisent davantage et nous donnent assez d'éléments pour pouvoir continuer à nous battre pour le parti et défendre effectivement le programme du président sur le terrain, parce que ce sont les résultats maintenant que nous sommes en train de récolter. Les gens se sont exprimés, ils ont dit ce qu'il y a du fond du cœur et j'ai remarqué également que les gens ont envie d'accompagner le chef de l'État dans la cohésion, dans l'entente, dans l'unité et ça me réjouit. De retour à la base, chaque participant a le devoir d'informer, de sensibiliser et de travailler pour l'unité et la cohésion au sein du parti dans son ressort afin de garantir la victoire du MPP en 2020. Hier samedi toujours, autre lieu, autre rencontre, resserrer les rangs autour du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est une volonté affichée à Bouéna, dans la commune rurale de Boudri, où les populations réaffirment leur confiance au président du Faso. Elles le font savoir au cours du grand meeting organisé dans la localité en guise de soutien au chef de l'État burkinabé et aux forces de défense et de sécurité. Les temps forts du rassemblement avec Alidou Badini et Estelle Judith Assogba. Soutien au président du Faso et aux forces de défense et de sécurité, la population de Bouéna l'a réaffirmé au cours de ce grand meeting. Sortie des 4 coins de cette localité, la population n'a pas marchandé son déplacement pour dire merci au président du Faso, merci pour ses multiples actions à l'endroit du peuple burkinabé en général et de celui de Bouéna en particulier.
Les anciens, les femmes, les jeunes, tous témoignent ici haut et fort leur engagement et leur détermination à accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils témoignent également leur solidarité aux forces de défense et de sécurité et aux personnes déplacées. Ce meeting fut également une aubaine pour la population de Bouéna d'exprimer leurs préoccupations au chef de la délégation. Nous sommes des jeunes engagés, déterminés. Bon, on n'a pas un lieu d'accueil, un lieu pour s'informer, de lancer des messages. Les jeunes ont effectivement exprimé leurs préoccupations, les femmes, les anciens ont exprimé leurs préoccupations qui sont légitimes, qui sont des préoccupations pertinentes. Alors elles sont relatives à la mise en œuvre du programme du plan national de développement économique et social, en matière d'infrastructures routières, en matière d'eau potable, en matière d'électrification rurale, en matière de santé. Et donc nous avons recueilli l'ensemble de ces préoccupations. Alors ce sur quoi nous avions la possibilité de prendre des engagements, nous avons pris des engagements parce que nous avons déjà des dossiers qui sont prêts, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'entretien du réseau routier, en ce qui concerne également l'aspect de la santé et en ce qui concerne l'eau potable. Les autres aspects qui sont également des aspects importants, nous avons rassuré les populations de Bouéna que c'est progressivement que ces préoccupations trouveront une solution. Des réponses rassurantes qui galvanisent davantage la population. Il est satisfait de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que tout, ils vont commencer à réaliser avant l'élection 2020. S'ils commencent, nous sommes avec eux, bon, 100%. Avant le meeting, la délégation a rendu une visite de courtoisie au chef Naba Baogo de Bouéna. Et ce ouf de soulagement que poussent les populations de Zomnogo qui auront désormais accès à des services sociaux et de santé de qualité. Le village dispose depuis ce 11 janvier d'un centre de santé et de promotion sociale et d'un collège d'enseignement général pour permettre aux enfants de poursuivre leur cursus scolaire sur place. Des infrastructures offertes par l'un des fils de la localité à la personne de El Hadj Suleiman Zidnaba, un geste salué par les membres du gouvernement présents à l'inauguration. Le souhait est que cela inspire de nombreux autres Burkinabés. Reportage Marin Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. La joie se lisait sur tous les visages à l'inauguration du centre de santé du village de Zomnogo dans la commune de Bolsa. À quelques pas de là, les élèves sont enthousiastes car ils vont pour la première fois au collège dans leur propre village. Ces infrastructures sont construites par un fils de la localité, El Hadj Suleiman Zidnaba, opérateur économique. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit être là pour ce gouvernement est là pour nous tous. Nous sommes là pour être là pour le gouvernement. C'est pourquoi nous devons l'accompagner. Le centre de santé et de promotion sociale comprend un dispensaire, une maternité, un dépôt pharmaceutique, le tout équipé avec une adduction d'eau et l'électricité. Le collège, lui, comporte 4 classes et un bloc administratif également équipé et électrifié, offrant ainsi un confort aux apprenants. Il faut le dire avec force, si la création d'une école est source de légitime fierté pour les communautés, elle traduit surtout et toujours une grande victoire contre l'ignorance, contre l'obscurantisme, contre la radicalisation. Elle est une victoire des hommes et des femmes de ce pays. Et il serait fastidieux de quantifier les bénéfices qui en réjailliront pour la communauté et pour l'humanité tout entière. Ces services sociaux de base venant d'un particulier sont un bel exemple de patriotisme qui doit inspirer de nombreux autres Burkinabés, selon le ministre d'État Simeon Sawadogo. C'est un investissement particulier. Alors je voudrais au nom du gouvernement ici le féliciter, le remercier donc pour cette générosité et cette pensée heureuse donc pour les populations donc qui en ont besoin. Mais également inviter tous les Burkinabés de ce qu'ils peuvent, chacun donc selon sa possibilité, de faire en sorte que là où aussi on est né, on puisse soulager la population. Plusieurs autres dons sont faits sur place, des cartons de savon pour le centre de santé, des équipements de sport et des bourses d'études pour les meilleures filles du collège de Zomnogo.
Et le système de santé burkinabé qui accueille 10 nouveaux cardiologues, dont 9 burkinabés et 1 tchadien. La 6e promotion de cardiologues formés au Burkina Faso a pris pour nom de baptême Unité. Il leur est demandé présence, persévérance, patience et surtout pragmatisme dans leur profession. La sortie de promotion a lieu le 10 janvier dernier à Ouagadougou. Reportage Siela Sinawatara, Moumouni Soubega. 10 nouvelles compétences au service du système sanitaire burkinabé. Après 4 ans de spécialisation à l'université de Ouagadougou et dans les centres hospitaliers universitaires, ces impétrants décrochent ici le diplôme d'études spéciales en cardiologie. Unité, c'est le nom du baptême de ce nouveau cardiologue. Au départ, j'hésitais entre la pédiatrie et la cardiologie parce que j'aimais beaucoup également les enfants. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire la cardiologie et peut-être partir vers la spécialité pédiatrie. Nous avons vraiment choisi de faire cette spécialisation pour quand même donner notre savoir-faire à la population. Cette 6e promotion de cardiologues connaît un taux de succès de 100% aux examens de passage et les lauréats formés selon les normes de l'Organisation ouest-africaine de la santé. À cette instance solennelle, chers lauréats de la promotion Unité, je vous exhorte à maintenir toujours haut la flamme de l'excellence laissée par vos devanciers, à qui je rends un vibrant hommage. Puisse la moisson tenir la promesse des fleurs que nous contemplons bien resplendissantes pour la spécialité de cardiologie. Pour le parrain, c'est une étape de franchie. Selon Léné Sebgo, ancien ministre de la Santé, ces nouveaux cardiologues doivent retenir dans leur carrière 3 valeurs: l'amour, la patience et la compassion. Vous devez éviter la tentation d'être intelligent seul, car vous perdrez au fil du temps les connaissances acquises qui risquent de s'altérer en l'absence de renouvellement ou de renforcement. Recherchez donc à être intelligent avec les autres. Mutualisez vos connaissances. C'est un gage de sécurité et de sécurité. La 6e promotion est la première formée entièrement au Burkina Faso et selon les standards licence master doctorat LMD. Un sujet qui n'est pas loin de la santé, manger vite et à bas prix, c'est le choix de nombreux travailleurs. Les gargotes se trouvant souvent à proximité du lieu de service. Même si l'hygiène n'est pas toujours au top dans ces lieux, on peut manger tranquillement et avec la compréhension des restauratrices qui font très souvent preuve de tolérance lorsque les temps sont durs, comme c'est le cas en ce mois de janvier. Le choix de se restaurer dans les gargotes, une nécessité pour certains. La réponse avec Biti Bienao et Mirel Carole Touma. 17 ans au service de sa clientèle, Clarisse Canzier tient cette gargote depuis près de 2 décennies. Sa spécialité, le taux, et elle se vante même d'officier dans le bio. Et pour des raisons économiques ou de proximité géographique, ils sont nombreux à préférer ce type de restaurant à l'heure du déjeuner. Quand tu habites loin, ce n'est pas facile de rentrer à midi et de revenir au boulot. Donc nous mangeons ici à midi et le soir en rentrant. 8 heures de travail pour te restaurer, tu regardes à proximité de ton lieu de service où tu peux avoir à manger rapidement. En plus, elles vendent tout, du riz comme du thon, et c'est moins cher. 100 francs, 200 ou 500 francs, ça dépend de toi. Quand c'est des restaurants par terre, tous ceux qui viennent ici, généralement c'est des hommes non mariés, des célibataires. Voilà. Par exemple, ma situation, moi je suis marié, mais je ne suis pas avec ma famille à Bobo. Donc, des jours que je n'arrive pas à préparer, je viens ici pour me ravitailler. Autre aspect dans les gargotes, un lien étroit lie les clients aux tenancières. L'achat à crédit. Le marché actuellement est morose. Les jeunes n'ont plus de boulot. Certains viennent manger à crédit. Comme ce sont nos anciens clients, on ne peut que leur donner. Les temps sont durs actuellement. Donc quand un client vient nous voir et qu'il n'a pas d'argent, nous lui donnons seulement. L'un des défis majeurs auxquels font face ces femmes, c'est le problème d'hygiène, surtout en ces temps d'harmattan. Pour qu'il y ait une bonne hygiène alimentaire, il faut que les services d'hygiène s'impliquent parce que ces femmes-là, elles sont vraiment ignorantes en la matière d'hygiène. Donc il y a un service habilité à cela. Il faut qu'ils sortent de façon périodique pour veiller
à leurs conditions d'hygiène, surtout sur le plan commercial. Une mesure qui pourrait permettre à Abouba, à la mine, à l'ensemble des travailleurs et à tous ceux qui prennent des repas dans les gargotes de manger plus sain. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour évoquer à présent ce bras de fer entre le conseil municipal de l'arrondissement 3 de la ville et une partie de la population de la zone non lotie du secteur 31. La pomme de discorde, un projet de relogement des habitants sur un autre site suite à une notification écrite adressée aux autorités communales par la Sonature qui souhaite démarrer les travaux dans la zone dont elle est propriétaire depuis 2009. Alors, que se passe-t-il pour que les populations refusent de déménager? Les éléments de réponse avec Mané Kahien et Moussa Sanou. Non loti du secteur 31 dans l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso. Un projet de relogement de la population sur un autre site fait polémique. Tandis qu'une partie de cette population salue le projet, une autre qui y voit une intention des autorités communales de les déguerpir s'est dit très inquiète. Nous, notre position est claire. On ne veut pas bouger de ce site. Nous l'avons dit au maire et nous lui avons dit aussi de le faire savoir au ministre de l'Habitat. Nous, en tout cas, nous sommes d'accord avec les relogements sur un autre site. Si le maire et son conseil arrivent à mettre en œuvre cette mesure, nous allons les applaudir. Population divisée et pourtant cette question du non-loti du secteur 31 de Bobo-Dioulasso n'est pas nouvelle. Le problème date de 2009 quand l'arrondissement de Dafra à l'époque avait accordé les sites à la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains qui veut exploiter son domaine aujourd'hui. Approché, le maire de l'arrondissement 3 confirme cette information et dit avoir obtenu des propriétaires terriens un nouveau site et du ministère en charge de l'habitat une proposition d'accorder à son conseil municipal une autorisation spéciale de lotissement pour reloger ces populations, des populations dont une partie s'oppose à toute idée d'être recasée ailleurs. J'ai décidé avec le cabinet d'amener la délibération au conseil. Arrivé au conseil maintenant, en tout cas, je pense qu'on est 27 conseillers. Les 26 conseillers ont voté. Et le seul conseiller à avoir voté le non, le voici. Aboubakar Ouedraogo, conseiller de la zone non lotie et aussi premier adjoint au maire de l'arrondissement qui dit avoir joué la carte de l'apaisement dans cette affaire opposant le conseil municipal à une partie de la population. Moi, ce sont les gens avec qui sont là-bas. C'est moi qui vis directement, je connais le problème. Et moi, je préfère ne pas voter cette délibération que de prendre une délibération que je ne maîtrise pas. Et pourtant, selon le maire, tout est clair. Le site du non-loti appartient bel et bien à la Sonature qui dispose des documents. Et la seule solution aujourd'hui pour soulager la population qui y réside, c'est le relogement sur un autre site. Quelqu'un qui a son droit de possession du site, mais vous voulez qu'on viole, on force la main de cette personne-là, c'est un peu compliqué. Moi, mon objectif, c'est parler dans le côté social, c'est de pouvoir les reloger. Ces discours du maire sont bien dans les oreilles de certains habitants de la zone non lotie, des habitants qui appellent le premier responsable de leur arrondissement à poursuivre son combat pour leur trouver un nouveau site. Vraiment, il y a des gens qui n'ont rien compris dans la démarche du maire. Ce qu'ils ont en tête, c'est qu'on veut les déguerpir. Je ne pense pas que ce soit l'intention du maire. Il a promis des parcelles sur un autre site. Le dialogue n'est pas terminé. Moi, je laisse la porte ouverte à tous ces gens-là. Je les prie en tout cas de venir, en tout cas pour qu'on dialogue encore, pour qu'ils acceptent de prendre ces parcelles-là. En attendant, la tension reste vive entre le conseil municipal de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso et une partie de la population du non-loti du secteur 31. Une crise résultant d'un problème de communication que le maire et son conseil devraient travailler à résoudre au plus vite.
Nous revenons à Ouagadougou pour ce nouveau cadre de culte pour les fidèles du Centre international d'évangélisation. Il s'agit d'un temple d'une capacité de 12 000 places nouvellement construit. La dédicace du temple a eu lieu ce samedi à travers une cérémonie religieuse en présence de plusieurs personnalités et des fidèles chrétiens. Reportage Vincent Kiendrebeogo. Église des Nations, Tabernacle Bethel Israël, en abrégé Eden TBI. C'est le tout nouveau temple érigé par le Centre international d'évangélisation à son siège au quartier d'Assasco à Ouagadougou. Pour une église, les responsables et les fidèles ont vu les choses en grand. Un édifice d'une capacité de 12 000 places. La dédicace de l'église a eu lieu en présence de personnalités religieuses et politiques, dont l'ancien chef de l'État, Michel Kafando, et des invités venus de l'étranger pour ce culte inaugural, dans une ferveur de louange et d'adoration, dirigé par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. C'est tout juste un oasis qui est là pour que les gens viennent étancher leur soif, qui viennent pour du moins leurs désirs profonds, cachés, qui sont en eux, qu'ils viennent se ressourcer, se réconforter et aussi recevoir des conseils qui permettent vraiment que leur vie soit impactée, transformée et changée. Une nouvelle église en ce début d'année qui marque un nouveau départ pour le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine dans sa vision décennale 2020-2030 qui est dédiée à l'expansion de l'évangile au Burkina Faso et à l'étranger. L'occasion également de prier pour la nation burkinabé. Une nuit des bâtisseurs pour mettre dans la lumière des leaders restés dans l'ombre. L'événement aura pour mérite de célébrer des hommes et des femmes qui travaillent dans la discrétion pour bâtir un Burkina Faso prospère et émergent. La réflexion est lancée ce samedi à Ouagadougou par des jeunes qui donnent rendez-vous le 27 mars prochain pour la nuit en question. On voit cela avec Roger Kam et Mamadouba. Ils sont jeunes et viennent des universités publiques et privées du Burkina. Entre groupes d'amis et rencontres fortuites sur les réseaux sociaux, l'idée de construire une jeunesse citoyenne responsable et actrice de développement a germé. La nuit des citoyens bâtisseurs prend forme aujourd'hui. C'est une tribune qui met en lumière des citoyens burkinabés engagés dans les différents corps de métier restés dans l'ombre. On a des hommes et des femmes qui se battent, des jeunes qui ont des projets, qui réalisent énormément de choses à travers l'entrepreneuriat et l'engagement dans le service communautaire qui pour nous qui est la base de tout développement. Donc même le paysan qui est dans son village, on s'intéresse à lui. Le monsieur qui est dans son quartier, qui n'a pas fait des études, on s'intéresse à lui. Pourvu que tu sois un bâtisseur, que tu contribues au développement, que tu aies ton entreprise et que tu sois engagé dans le service communautaire. Le représentant du ministre de l'Énergie et celui du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat saluent l'engagement et la maturité de cette jeunesse, consciente que le développement et le bien-être socio-économique d'un pays n'incombent pas seulement à l'État, mais aussi bien à chaque citoyen. La nuit des citoyens bâtisseurs est portée par le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso. Si nous disons que le Burkina Faso va mal, si nous disons que le Burkina Faso donc, souffre de ci ou de ça, qu'est-ce que nous faisons concrètement en tant que jeunes pour pouvoir pallier à ces situations, à ces problèmes? Il faut déjà que nous prenions conscience de notre rôle donc, en tant que citoyen, être un citoyen acteur du changement et non un demandeur. Le mérite de ces hommes et femmes identifiés à travers le pays sera célébré le 27 mars prochain sous le thème « Pour un Burkina Faso prospère et émergent, quel rôle et responsabilité du citoyen ?» L'actualité étrangère nous conduit d'abord en Libye où le maréchal Haftar et son rival Fayez al-Sarraj acceptent la trêve proposée par la Russie et la Turquie. Les forces de l'homme de l'Est libyen ont toutefois annoncé ce samedi que si ce cessez-le-feu venait à être donc brisé par le camp d'en face, la riposte sera à la hauteur donc, de la menace. En Libye, les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, ont annoncé samedi un cessez-le-feu conformément à l'appel de Moscou et Ankara quelques jours plus tôt.
Lancées dans une offensive pour conquérir Tripoli, les forces du maréchal Haftar ont toutefois fait une mise en garde. Dans cette vidéo, ce général annonce que le commandement général des forces armées arabes libyennes déclare un cessez-le-feu pour les opérations militaires dans la région ouest à minuit le 12 janvier 2020, à condition que la partie adverse respecte le cessez-le-feu. Dans le cas contraire, la riposte sera sévère pour toute violation de cet armistice, a-t-il dit. Samedi, le chef du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, Fayez el-Sarraj, a déclaré qu'un cessez-le-feu en Libye devrait être conditionné à un retrait des forces pro-Haftar. Mais les acteurs clés du conflit sont bel et bien Ankara et Moscou. La Turquie a déployé des militaires en janvier pour soutenir le gouvernement de Fayez el-Sarraj. De son côté, la Russie est soupçonnée de soutenir en sous-main les troupes du maréchal Haftar. Et puis l'Iran, qui admet avoir abattu par erreur le Boeing 737 ukrainien, présente ses excuses à Kiev. Le président Rouhani présente donc ses condoléances aux familles des victimes du crash et exprime ses regrets pour cette tragédie. Voici les images amateurs du crash du vol PS-752. Mercredi, 176 personnes sont mortes alors qu'un avion ukrainien décollait de Téhéran. Ce samedi, le président Rouhani a admis la responsabilité de son pays et évoqué une erreur. Depuis, il a multiplié les appels téléphoniques, notamment au président ukrainien. Nous avons convenu que l'achèvement, avec l'aide d'experts ukrainiens, de l'identification des corps des morts doit être réalisé le plus tôt possible avant de préparer leur retour en Ukraine. Cela devrait se faire rapidement. Nous avons également convenu de commencer à travailler ensemble pour déchiffrer les deux boîtes noires. Parmi les victimes, 63 ressortissants canadiens. Ottawa exige que toute la lumière soit faite sur le drame. Ce que l'Iran a admis est très grave. Abattre un avion civil est horrible. L'Iran doit en assumer l'entière responsabilité. Nous n'aurons pas de répit tant que les responsabilités ne seront pas établies, que la justice sera rendue et que les familles auront obtenu le dénouement qu'elles méritent. Selon l'état-major iranien, l'avion aurait été confondu avec un missile de croisière, alors que le pays est en état d'alerte maximum suite à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Le soldat responsable du tir va être immédiatement traduit en justice. C'est la fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 20h se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée sur la télévision du Burkina et une excellente reprise de travail pour demain.